Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Mosley. On a un invité ce matin. Oui, on a un invité ce matin dans le cadre de Urban Mosley. Monsieur Georges Moussavou, qui est sociologue et chercheur à l'IRCH. Voilà. Avec lui, nous parlerons de quoi? Alors, avec lui ce matin, nous allons aborder les questions liées à la violence en milieu scolaire. Vous savez que depuis la rentrée, il y a un certain nombre d'événements qui nous sont rapportés des établissements. Il y a même eu l'exclusion et la condamnation d'un élève du lycée Paul-Emmanuel Yégué de Lomé suite à des violences perpétrées sur un de ses camarades. Donc nous, on a voulu savoir ce qui aujourd'hui peut justifier cette situation dans les établissements, étant donné que ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Ça fait quand même au moins 5 ans ou 10 ans qu'on est sur cette question et qu'on n'arrive pas à trouver des réponses viables qui permettraient à ce qu'on puisse plus ou moins atténuer ou pourquoi pas endiguer ce phénomène dans les écoles. Je rappelle donc que c'est M. Moussavou Georges, sociologue des organisations et des institutions publiques. Il est chargé de recherche CAMES à l'IRCH et au CNRS. D'accord, avec lui, comme disait Mosley, nous parlons de violence en milieu scolaire. M. Moussavou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà travaillé sur ce genre de questions? Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive au Gabon. Bien, je voudrais vous remercier de cette invitation. Travailler sur cette question de façon spécifique, peut-être pas, mais sur les questions de violence, étant donné que moi je travaille sur les organisations universitaires et de recherche, donc je suis un produit du département de sociologie. Et vous savez que la sociologie est cette discipline qui analyse les phénomènes sociaux, tout ce que les hommes, les femmes, les individus font dans un environnement donné. Et donc, le phénomène de violence en milieu scolaire, c'est un phénomène qu'on peut évidemment aborder comme bien d'autres situations, comme bien d'autres phénomènes. Alors aujourd'hui, quand vous faites un tout petit peu vous posez votre regard sur le phénomène en milieu scolaire, le phénomène de la violence, qu'est-ce qui ressort de votre observation? Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que la violence entre élèves, que ce soit en milieu scolaire ou en dehors, c'est pas nouveau. C'est vieux comme le monde, c'est pas spécifique non plus au Gabon, ça concerne quasiment l'ensemble des sociétés humaines, l'ensemble des pays. Pour nous qui sommes nés au cours d'un certain, il y a quand même quelques années, je me souviens que lorsqu'il y avait des disputes entre élèves, ils se donnaient rendez-vous en dehors de l'établissement pour, comme ils le disaient, 17h30. se mesurer. Et à cette occasion, il n'y avait pas nécessairement recours aux armes blanches. Il n'y avait pas de réseaux sociaux non plus. Il y avait la présence d'autres élèves. Et lorsqu'il y avait un des élèves qui prenait totalement le dessus sur l'autre et que ceux qui assistaient estimaient qu'il fallait séparer, ils séparaient. Et ça se vivait aussi dans les quartiers. Mais ce qui est nouveau ici, et c'est peut-être aussi en rapport avec le milieu urbain, parce que ce qu'on observe à Libreville, ce n'est pas forcément ce qu'on observe en province. Donc il y a ce lien aussi qu'il faut établir entre phénomène et lieu de vie des individus. Ce lieu peut avoir des contraintes, une certaine pression sur la mentalité, sur les façons de vivre. Donc ce qui est nouveau, comme je le disais, c'est le recours aux armes blanches. Vous avez des élèves qui partent de chez eux avec l'idée que je dois avoir dans mon sac un couteau ou un tournevis, parce que si je me fais agresser ou si je me bats, je veux recourir à cet objet. C'est ce qui est nouveau. Maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'en milieu scolaire, où effectivement les élèves sont censés être en cours, et pourquoi à quel moment on observe ces événements-là. C'est là qu'il faut se poser les questions sur les situations d'éducation, sur l'organisation de la vie scolaire et de la vie pédagogique, parce que à partir du moment où un certain nombre de normes ne sont pas atteintes ou respectées dans ce qui doit qui doit constituer l'activité pédagogique, vous avez des élèves qui sont en permanence dehors. Si vous faites le tour des établissements à Libreville aujourd'hui, vous allez constater de 7h
à 13 heures, par exemple, vous avez des élèves qui sont dehors, quasiment en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'insuffisances, de manquements qui sont spécifiques aux établissements qu'il va falloir combler. La question 1 du nombre de salles de classe. Les surveillants. La question d'abord du nombre d'enseignants, parce que pour qu'il n'y ait pas d'élèves dehors, il faut qu'il y ait suffisamment d'enseignants pour que les élèves soient occupés dans la salle de classe. Et il faut aussi qu'il y ait des surveillants. Mais toutes ces propositions-là résultent aussi résultent des processus de réflexion qui doivent être menés du point de vue de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui n'avons pas d'établissement de sciences de l'éducation. Il avait été prévu la création de l'Université des sciences de l'éducation qui devait intégrer l'ensemble des établissements qui forment les enseignants, mais aussi il y a d'autres professions, il y a d'autres métiers aujourd'hui dans l'éducation où il faut former des personnes qui doivent travailler dans ces établissements scolaires. Donc il faut voir quel est le ratio réel que nous avons du point de vue des enseignants dans les différentes matières. Est-ce que ce nombre est suffisant ? Est-ce que le nombre de salles de classe est suffisant? Parce que si vous avez le turnover et que certains sont obligés d'attendre que les autres terminent pour ensuite intégrer la salle de classe, donc vous avez des élèves qui sont dans l'oisiveté et toutes ces situations ne peuvent que surgir au regard aussi de la façon, comme je le disais tout à l'heure, dont on vit en ville. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi trouver la question de l'éducation parentale dans ce phénomène? Bien, souvent je rigole un peu lorsque l'orientation est faite sur la question parentale, comme si, par exemple, les adultes de façon générale, qu'ils soient en fonction ou non, qu'ils ne soient pas parents. Jusqu'à preuve du contraire, qu'on soit à la maison, c'est-à-dire père ou mère sans activité professionnelle, on est parent. Sinon, si on est un administratif, un haut cadre dans l'administration, si on est homme politique, membre du gouvernement ou autre, on est tous parents. Donc la responsabilité est une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie de parents qui seraient logés quelque part et une autre catégorie d'individus qui ne seraient pas concernés. On peut imaginer la famille nucléaire en tant que base de la société. Maintenant, est-ce qu'elle n'a pas une place de responsabilité dans l'éducation de l'enfant par rapport à ses rapports avec l'autre ou encore par rapport aux dynamiques sociales? Il y a cette réalité parce que l'évolution telle que nous la connaissons de la société fait qu'il y a un certain nombre de pertes de valeurs traditionnelles, valeurs anciennes, valeurs sociales, qui faisaient que l'enfant, c'est l'enfant de la communauté. De plus en plus, l'enfant est devenu l'enfant de son père et de sa mère. Dans le quartier, un enfant qui commet des bêtises, un adulte ne peut pas le recadrer. S'il le recadre, il a affaire à son père et à sa mère qui vont estimer que ce monsieur, cet adulte, n'a pas le droit de recadrer son enfant ou de le corriger. Ce qui existait avant. Lorsqu'un adulte voyait qu'un enfant traînait dehors du quartier, il avait la responsabilité de le punir ou de l'amener. Et lorsque les parents constataient que l'enfant avait fait des bêtises, même s'il avait été puni par l'adulte dehors, ils le punissaient également. Il n'y avait pas de conflit forcément entre les parents biologiques et le parent social qui aurait pris l'enfant par la suite. Donc la responsabilité, là, cette responsabilité, elle est collective. Maintenant, il faut voir quel est le temps qui est consacré ou que les parents passent avec les enfants, selon que l'on soit à travail, parce qu'aujourd'hui, vous avez les pères et les mères qui sont très happés aussi, happés par les activités professionnelles. Ils partent le matin, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, il faut faire à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a le week-end certainement, mais il y a d'autres occupations qui interviennent. Vous avez les mariages, vous avez les deuils. Aujourd'hui, tout le monde vit cela. Maintenant, il y a aussi une autre part de responsabilité qui est celle de construire la République. À partir de quoi? À partir d'un certain nombre de valeurs qui sont identifiées et qui sont transcrites dans des contenus pédagogiques. En matière d'histoire, en matière de géographie, il n'y a pas que l'instruction civique. Parce qu'on réduit souvent la formation du citoyen à l'instruction civique. Quel est le contenu, quels sont les contenus en termes de curricula pédagogiques que nous mettons dans nos manuels scolaires quand il s'agira de former les élèves au primaire, c'est-à-dire
quel type d'élèves nous attendons au sortir du primaire, quel type d'élèves gabonais nous attendons au sortir de la classe de 3e, au sortir de la classe de terminale et ensuite au supérieur. Il faut que ces éléments, l'État, en tant qu'institution supérieure, s'en accapare véritablement parce que c'est son rôle politique, régalien, d'organiser la société. Lorsque, sur le plan politique, il ne faut pas se dire qu'on aspire à assumer des fonctions politiques simplement parce qu'on veut avoir de l'argent en poche ou simplement parce qu'on veut vivre des privilèges matériels. C'est une responsabilité publique, alors qu'il va falloir assumer, prendre au sens strict du terme pour se dire que nous avons une société humaine à construire. Mais la société humaine se construit à partir de quoi ? Ça se construit à partir des valeurs culturelles, à partir de l'éducation. Voilà ce qui fait le type de société. Ce ne sont pas les éléments matériels, ce n'est pas le pétrole, les minerais et autres qui doivent produire de l'argent qui permet de régler un certain nombre de problèmes, du genre construire les établissements, former les enseignants, les payer, acheter tout ce qui serait nécessaire pour accomplir des activités pédagogiques. Mais ce qui fonde un individu, ce qui construit sa personnalité et son identité, ce sont les valeurs qui lui sont inculquées, non seulement dans la famille. La famille est une structure de base. Mais après, quand vous voyez la société, elle est structurée par un ensemble d'organisations que l'individu intègre au fur et à mesure, quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Alors, dans ces organisations-là, quelles sont les valeurs qui sont partagées et qui sont distillées ? Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Moi, je voulais poser une question. Donc, en fait, lorsqu'on observe les violences scolaires, ça donne le tableau de la société actuelle. Ça donne le tableau de la société actuelle. Ça veut dire que c'est une société qui est dans une complexité qu'il va falloir analyser et comprendre où se trouvent les facteurs. Il est souvent dommageable de s'émouvoir simplement sur les effets, sur les conséquences, parce que le plus souvent, les gens ciblent leur vue, leur analyse sur ce qu'ils voient. Mais ce qu'on voit, c'est la conséquence de quelque chose. Ça résulte de quoi ? C'est le processus de recherche. Et ça, pour ceux qui ont fait leurs études universitaires correctement, ils savent que pour pouvoir comprendre un phénomène, pour pouvoir déterminer l'origine d'un phénomène, il faut rechercher la cause à partir d'un certain nombre d'hypothèses qu'on émet et qu'on vérifie pour finalement agir sur la cause. Parce que tant que vous n'aurez pas identifié la cause et agir sur la cause, vous n'aurez jamais traité le problème. Mais, Monsieur Moussavou, en 2021, le gouvernement a, par exemple, organisé un séminaire national sur les stratégies de lutte contre les violences en milieu scolaire. On a comme l'impression que peut-être il n'y a pas de suivi derrière. Est-ce qu'on appelait les sociologues à cette organisation ? Il faut faire la différence entre les messes, c'est-à-dire qu'on rassemble un certain nombre de personnes et puis on dit, oui, donnez-nous vos points de vue, que chacun puisse intervenir sur ceci ou cela. La vérité n'apparaît pas quand on est là, debout, et puis on dit, on développe ce qu'on a à développer. Je veux dire par là que la compréhension d'un problème relève d'un processus de réflexion qui demande du temps, c'est-à-dire qui se mène dans un cadre restreint, stable. Prenez le cas d'un chercheur qui va analyser le phénomène de violence. Il va se poser la question, tiens, aujourd'hui, nous observons, et par le biais des réseaux sociaux, parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, oui, effectivement, on ne le saurait pas. Oui. Par le biais des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que, aujourd'hui, il y ait de la violence en milieu scolaire ? Voilà la question fondamentale de réflexion. Maintenant, il faut chercher à comprendre, d'abord analyser l'environnement, interroger les acteurs, discuter avec les élèves, discuter avec les acteurs de l'éducation. Et à partir de là, vous allez comprendre finalement quel est le facteur. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai parlé d'insuffisance d'enseignants. Mais ça, c'est une réalité. Pour arriver à cette compréhension, il va falloir savoir que quand on a un établissement scolaire, avec un certain nombre de disciplines, combien d'enseignants il faut pour combien d'élèves ? C'est une norme. Combien d'enseignants pour combien d'élèves ? Et quand on dit que les cours commencent à 7h30 jusqu'à
13h30 ou à 14h, comment occuper l'ensemble des élèves pour éviter qu'ils ne soient dans l'oisiveté. Pour avoir des réponses à ces questions, ce n'est pas parce qu'on va vous prendre au pied levé et vous dites, bon voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Prenons le jeu. Monsieur Moussa, vous contestez l'argument qui peut démontrer le fait que la violence interscolaire peut être importée du milieu familial au milieu scolaire. Elle n'est pas forcément importée parce qu'il existe bien des familles de même type où vous avez des enfants qui ne sont pas violents. Vous avez des familles relativement modestes qui viennent au cours, qui n'ont jamais pensé emporter avec eux une arme blanche et qui repartent chez eux. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'une pour arriver à comprendre si c'est un phénomène véritablement général, il faut bien mener une enquête statistique en se disant, bon, on prend un échantillon, par exemple, sur tant de familles ou sur tant d'élèves, nous observons que, voilà, sur, par exemple, 100 familles, nous avons 80 élèves qui sont violents. Mais tant qu'on n'a pas connaissance de ça, comment pensons-nous pouvoir avoir la mesure du phénomène? Monsieur Moussaoui, est-ce qu'il n'y a pas une certaine cassure aussi entre les élèves et puis les établissements? Parce que lorsqu'un enfant se sent menacé et qu'il ne pense pas aller, par exemple, voir un surveillant et qu'il pense apporter le couteau le lendemain, c'est qu'il y a un problème de relation aussi entre les deux. Entre les élèves et les surveillants ou les surveillants. Oui, mais vous avez compté, par exemple, le nombre de surveillants qu'il y aurait dans chaque établissement. Est-ce que vous pensez qu'un surveillant, qui est un être humain, comme vous et moi, aurait la capacité de contrôler 1000 élèves ou même 200 élèves toute la journée et il le fait de lundi à vendredi? Quel est le contre-coup sur sa santé physique? Et nous avons des surveillants, en fait, qui, dans la plupart des cas, je ne sais pas aujourd'hui d'où est-ce qu'ils viennent. Avant, c'était des instituteurs qui étaient à la retraite, qu'on récupérait pour devenir surveillants. En ce moment, ce sont les instituteurs, effectivement. Tout à l'heure, je vous disais que dans les sciences de l'éducation, il y a un certain nombre de métiers. Le métier de surveillant, ça s'apprend aussi. Et puis, il va falloir faire une identification assez sérieuse pour savoir que, par exemple, pour un établissement de 5000 élèves, de telle étendue, combien de surveillants il faut avoir et quelles vont être les missions spécifiques de ces enseignants-là. Donc, tout ça, ça doit être travaillé, ça doit être réfléchi. Tout à l'heure, vous avez parlé des messes. Est-ce que ça, pour vous, vous pensez que les différentes campagnes de sensibilisation qui sont menées aussi bien par le ministère de l'Éducation nationale, les organisations de la société civile, les parents d'élèves, ne peuvent pas porter les fruits escomptés? Vous parlez bien de campagne. Et vous savez ce que ça va dire une campagne. Quand on dit on va sensibiliser sur tel sujet ou tel autre sujet, quelles sont les personnes ou les personnalités qui sensibilisent sur ces questions? Les politiques. Est-ce que c'est parce qu'on est politique qu'on est spécialiste de la question? Pas très souvent. Bien. Donc, nous n'avons pas encore intégré dans la société qu'il faut faire parler ceux qui ont la compétence sur une question. Mais pour avoir la compétence sur une question, il faut avoir appris cela. Vous ne pouvez pas, sur un sujet qui concerne, par exemple, normalement un sociologue, vous allez appeler quelqu'un, un profane comme ça, pour venir se prononcer là-dessus, ou un économiste sur une question qui est éminemment sociologique. L'économiste va vous dire, je ne suis pas spécialiste de cette question. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si j'ai travaillé sur la question des violences en milieu scolaire. Je vous dis, sur la question spécifique de violence en milieu scolaire, non. Mais en tant que sociologue, donc qui analyse les phénomènes sociaux, et moi travaillant sur le pan du supérieur et de la recherche scientifique, j'ai quand même un regard sur les deux maillons qui sont en dessous du système éducatif, c'est-à-dire le secondaire et le primaire. Oui. Mais vous avez des collègues, notamment au département des sciences de sociologie de l'éducation à l'université Omar Bongo ou même à l'école normale supérieure, et même si vous avez effectivement ces collègues dans ces départements, chacun est spécialiste sur une question précise, sur un pan précis. On peut, notamment, au-delà de cela, à partir du moment où on a les outils
pour pouvoir analyser ces questions, on peut effectivement échanger sur la base des outils que nous avons et des observations que nous faisons et des méthodes pour comprendre le phénomène et le résoudre, pouvoir discuter de ces choses. Monsieur Moussavou, excuse-moi, dernièrement, on exclut un élève de l'OUMI Oui. pour violence en milieu scolaire vis-à-vis de sa condition de classe. Est-ce que pour vous, c'est une forme de solution? Ben déjà, c'est prescrit par le règlement intérieur. L'élève est censé savoir qu'il ne peut pas être violent, exercer une violence dans l'établissement. Il n'a pas à se battre. À ce niveau, si le règlement prescrit que vous méritez une exclusion, vous êtes exclu. Et le règlement le prescrit. Un élève j'ai vu la vidéo, Oui. qui se bat avec un autre élève ou qui arrive avec un couteau pour agresser l'autre, c'est interdit par le règlement de l'établissement. Les parents le savent, l'élève est censé être informé de cela, et donc c'est à l'élève de s'abstenir de cela. S'il le fait, ça veut dire qu'il a violé la règle, et la règle s'applique à lui. Et c'est normal qu'il soit renvoyé. Un élève qui enregistre un certain nombre d'heures d'absence, alors qu'il y a un taux qui est autorisé, si par exemple on vous dit à partir de 35 heures d'absence, vous êtes exclu. Nous le savions tous lorsque nous étions à l'école. Bien sûr, c'est toujours le cas. Vous serez exclu. Mais est-ce que ça règle le problème de violence en milieu scolaire s'il peut être, on va dire, inscrit dans un autre établissement? Non, mais ce n'est pas ça qui règle le problème. Mais déjà, quand un élève est exclu, l'établissement d'accueil doit lui demander le certificat de scolarité. Dans un certificat de scolarité, cela doit être mentionné. Et l'établissement qui voudrait l'accueillir, sur la base de ce certificat, peut le refuser. C'est qui est tout à fait normal. Est-ce que vous pensez également, parce que c'est dans la droite ligne, étant donné qu'on est passé de l'exclusion à la condamnation, puisqu'il a été placé sous mandat de dépôt, et est-ce que vous pensez que c'est véritablement ce vers quoi nous devons tendre en ce qui concerne la question pour chercher l'endiguement des violences en milieu scolaire? Je ne connais pas quelle est la procédure qui a conduit au mandat de dépôt. Parce que je suppose que pour arriver au mandat de dépôt, il faut d'abord qu'il y ait une plainte déposée au parquet. Est-ce que c'est par les parents? Est-ce que c'est par l'élève qui a été violenté? Il faut qu'il y ait une plainte qui soit déposée pour coups et blessures volontaires. À partir de là, si c'est des coups et blessures volontaires, ça aussi, c'est puni par la loi. Donc, il faut qu'à un moment donné, mais pour arriver à bannir cela, ce ne sont pas des campagnes de sensibilisation. Vous avez un média, par exemple, c'est très intéressant d'avoir des débats autour de ces questions avec des spécialistes, mais c'est ce que doivent faire l'ensemble des médias, y compris la télévision. La télévision doit susciter des plateaux, des plateformes où il y a des échanges entre spécialistes sur l'ensemble des phénomènes que nous observons. C'est aussi par ce moyen que les gens sont sensibilisés. Parce que lorsqu'on fait des campagnes de sensibilisation, on dit on va faire une campagne de sensibilisation. C'est bien, mais vous vous adressez à combien de personnes par rapport à l'ensemble? Combien sont au courant de ce que vous aurez dit à 50 personnes ou à 80 personnes, alors que peut-être 1000 personnes ont besoin de le savoir? Mais pour le savoir, par quel biais, par quel canal, ils doivent le savoir. Aujourd'hui, c'est par le biais des médias. C'est par le biais des médias. Les médias, ce n'est pas seulement le journal d'information, mais doit s'emparer d'un certain nombre de problématiques au sein de la société, amener les gens à discuter, et ça permet d'éclairer. Parce que chaque citoyen doit se faire une opinion personnelle à partir des débats qu'il suit dans les médias. Je rappelle qu'on recevait M. Moussavou Georges, qui est sociologue des organisations et des institutions publiques chargé de recherche CAMES à l'IRCH. Institut de recherche en sciences humaines. D'accord, et au CNRS. On parlait de violence en milieu scolaire avec Mosley ce matin. Monsieur Moussavou, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.